Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La colère monte au Burkina Faso après l'attaque de Solane. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, l'opposition dénonce l'incapacité du gouvernement. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, Ousseini Tamboura, est avec nous pour en parler. Béni toujours sous le choc en République démocratique du Congo, la ville de la province du Nord Kivu a été secouée le 27 juin par l'explosion de 2 bombes artisanales. Un des auteurs de l'attaque a été identifié. Et puis coup de projecteur sur ces Africains qui ont marqué le Tour de France. Pour l'édition 2021, 3 Sud-Africains notamment font partie de la compétition. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, un nouveau Premier ministre pour l'Algérie. Le ministre des Finances, Aymen Ben Abderrahmane, a été nommé ce mercredi à la tête du gouvernement algérien. Il remplace Abdelaziz Djerad, une nomination qui intervient après les élections législatives anticipées du 12 juin dernier et la tenue des consultations politiques initiées par le président Abdelmadjid Tebboune. Dans l'actualité également, le déploiement de nouveaux instructeurs militaires russes en Centrafrique. Leur déploiement avait été notifié au Conseil de sécurité de l'ONU au début du mois de mai par la ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara. Dans les détails, ils sont au nombre de 600, soit 200 pour les forces armées centrafricaines, 200 pour la gendarmerie nationale et 200 pour la police centrafricaine. Ce déploiement intervient après la parution d'un rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire en Centrafrique. Un rapport dans lequel il dénonçait des violations du droit humanitaire international commises par ces instructeurs. Des accusations fermement rejetées par le ministère de la Défense ce mardi qui dénonce une publication calomnieuse. C'était le 25 juin dernier. Au Burkina Faso, l'opposition annonçait la suspension de sa participation au dialogue politique. Une suspension annoncée par le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo. Le chef de l'opposition qui déplorait par ailleurs l'incapacité du gouvernement à trouver des solutions pour la sécurité des Burkinabés. Les précisions d'Aïssatou Bari. Au Burkina Faso, l'opposition suspend sa participation au dialogue politique qui devrait reprendre le 3 juillet 2021. Une manière pour ces partis de l'opposition de protester contre l'incapacité du gouvernement de venir à bout du terrorisme. Les attaques se multiplient avec son lot de morts et de déplacés. Plus de 5 ans après les premières attaques contre le pays, aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon, estime l'opposition. La priorité des Burkinabés aujourd'hui, c'est la sécurité. Or, le gouvernement a fait preuve d'incapacité à rassurer les Burkinabés. Nous avons perdu plus du tiers de notre territoire. Voilà pourquoi nous exigeons le départ du Premier ministre et le départ du ministre de la Défense. Pour le porte-parole du parti au pouvoir, Bindi Waba, ce n'est pas à l'opposition d'organiser le gouvernement en demandant la démission de certains ministres, ajoutant que des opérations de sécurisation du territoire sont en cours, contrairement aux accusations de l'opposition. Le dialogue politique donc c'est ouvert sur des questions électorales, sur des questions de réforme, mais aussi sur des questions de sécurité. Mais qu'après l'ouverture donc de ce dialogue politique, on a vu une sorte de continuité donc de ces massacres-là au Burkina Faso, notamment avec la mort de plus d'une dizaine donc de policiers sur l'axe suivi par Sanogo. Il y a eu, on va dire, une sorte de révolte au niveau national parce que les gens ne comprennent pas que cette tuerie-là continue sans qu'il y ait une mesure politique véritable de la part de l'exécutif en place. On va dire que en même temps, l'opposition est dans son droit, mais elle essaie de chercher encore donc sur la colère populaire parce que au Burkina aujourd'hui, il est évident que tout le monde est content de cette tuerie-là. Et en même temps, il n'y a pas de sanctions de la part du gouvernement. L'opposition a annoncé dans les jours à venir une série de manifestations pacifiques et silencieuses sur toute l'étendue du territoire pour protester contre la dégradation de la sécurité et rendre hommage aux victimes des attaques terroristes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, Ousseini Tamboura. Bonsoir Monsieur Tamboura. Bonsoir Merci Madame. d'avoir accepté notre invitation. Première réaction par rapport au sujet que nous venons de voir. L'opposition appelle à la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Quelle est votre réaction ?
Bien, c'est une rengaine politicienne, puisqu'il ne s'agit pas de faire démissionner un ministre ou un premier ministre pour gagner la guerre contre le terrorisme. C'est une guerre qui existe dans beaucoup de pays. Nous connaissons les dynamiques et les difficultés qui vont avec. On peut bien se souvenir de ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram depuis 2009, au Mali depuis plus d'une quinzaine d'années, au Niger. Non, je pense qu'il faut que l'opposition soit conséquente dans ses positions. De deux choses l'une. L'opposition a participé au dialogue politique, a été institué depuis maintenant plus d'une année, et qui consiste à créer un cadre d'échange entre la majorité et l'opposition pour régler des questions d'intérêt national. Donc, de mon point de vue, s'il y a un sujet lié à la sécurité, ce sujet donc peut être discuté, bien sûr, dans ce cadre de dialogue politique. En le suspendant, je ne vois pas comment l'opposition va donc apporter sa contribution autrement que de récupérer certainement une colère des populations. Deuxième aspect de certaines conséquences, en des moments difficiles comme ça pour la nation, puisqu'il faut le rappeler quand même que le Burkina Faso est touché par ces attaques terroristes depuis plus de 5 ans, depuis janvier 2016. Et si le pays est toujours là, à organiser des élections, tient les fondamentaux économiques, déploie donc des stratégies militaires, arrive à engranger des victoires malgré les coups durs que nous recevons des terroristes, c'est que manifestement il y a des efforts qui sont faits. Donc pour moi, l'opposition devrait être dans une synergie de communion avec le peuple pour faire en sorte que le peuple soit plus résilient et dans une dynamique d'unité nationale avec le gouvernement pour faire en sorte que nous puissions donc gagner cette guerre. Mais justement, l'annonce de ce retrait par l'opposition, comment est-ce que vous l'avez perçu? Quelles ont été les résonances dans les rangs du gouvernement et qu'est-ce que cela signifie pour la suite du dialogue politique? Écoutez, moi je n'ai pas de perception particulière c'est un acte du chef de file de l'opposition que nous pouvons regretter, mais dont nous ne voyons pas vraiment les raisons. Il n'y a pas d'explication, parce que je ne vois pas de lien entre l'organisation du dialogue politique qu'on venait d'ouvrir il y a quelques semaines avec le chef de file de l'opposition. Oui, il y a quelques semaines. Donc, tout s'était bien passé et tous les deux sont sortis. Moi, je l'étais opposition. On parlait au peuple, d'ailleurs, pour leur dire que nous reprenons le dialogue politique pour régler un certain nombre de questions, dont, entre autres, la question de la sécurité nationale. Donc, je ne comprends pas comment, en trois semaines, on peut changer d'opinion et d'avis pour se retrouver dans une position d'organiser des marches pour réclamer plus de sécurité, alors qu'il s'agit d'organiser des marches et des efforts de sensibilisation pour gagner la guerre. En parlant de marche, cette incapacité du gouvernement que M. Okumboigo déplore, elle traduit une réelle colère qui se ressent au sein de la population. Le 12 juin notamment, plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Dori pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux attaques terroristes à répétition. Est-ce que vous comprenez cette colère? Il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas mélanger les choses. Et le pays est dans une situation d'attaque terroriste depuis bien d'années. Les forces de défense et de sécurité qui ont été donc rééquipées, reformées, mises en situation d'action ont gagné bien de victoires, ont mené des opérations, que ce soit à l'est du pays ou dans les régions sahéliennes. Et il y a de mon point de vue que l'attaque du 4 au 5 juin de Solane, qui a pu faire une onde de choc, puisque le nombre de victimes... Ça a été l'attaque la plus Donc plutôt que de s'émouvoir et de s'interroger et d'interroger la nation pour voir comment on règle le problème, il ne s'agit pas de fragiliser le peuple en ce moment. Donc la marche de Dori, c'est une marche qu'on peut considérer comme une marche citoyenne, mais j'aurais aimé voir une marche qui appelle les Burkinabés à se mettre debout contre le terrorisme. S'il y a une marche, c'est parce qu'il y a bien une sécurité. Dans les zones où l'insécurité règne, il n'y a pas de marche. Après l'attaque de Solane, qui on le rappelle a fait au moins 132 morts, le mouvement Balai Citoyen a déposé plainte auprès du procureur du tribunal de grande instance contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger. Le mouvement dénonce également la non-intervention des forces de défense et de sécurité. Monsieur Tamboura, cette déclaration est-elle le signe d'un épuisement de l'armée face aux attaques terroristes à répétition? Non, cette attaque est une attaque parmi tant d'autres, mais il y a bien des opérations qui ont été menées pour faire de la riposte. Quelques semaines avec l'armée nigérienne, une opération a été menée. Et puis, bon, les plaintes sont de l'ordre judiciaire. Les juges vont apprécier la sincérité et la qualité de cette demande. S'il faut attendre 5 ans après les attaques terroristes pour porter une plainte
pour non-assistance à personne en danger, bon, on peut s'étonner. Puisque le 15 janvier 2016, déjà, nous avions la première attaque contre le café Cappuccino. Est-ce que les victimes tombées là je pense que le balai citoyen gagnerait plutôt à porter plainte contre X pour ce qui tue notre peuple, qui tue notre population. Ça me paraît plus conséquent. Merci Ousseni Tamboura d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement burkinabé. Dans le reste de l'actualité, nouvelle manifestation contre la vie chère au Soudan. La mobilisation organisée ce 30 juin a réuni des centaines de participants. Au cœur de leurs protestations, la crise économique et la détérioration de leurs conditions de vie. Les protestataires ont cependant été dispersés par les forces de l'ordre qui, selon une source locale, ont fait usage de gaz lacrymogène. À noter que cet appel à la manifestation a été lancé par plusieurs mouvements politiques, dont le Parti communiste. Béni encore sous le choc après l'explosion de 2 bombes artisanales survenues dimanche 27 juin. L'une a pris pour cible une église catholique, l'autre a été perpétrée près d'un bar. L'auteur de ce deuxième incident a d'ailleurs été identifié par les autorités congolaises. Un sujet de la rédaction. Le calme après la tempête. En République démocratique du Congo, le père Isidore Mazingo Kambal vient constater les dégâts après l'explosion d'une bombe artisanale dans cette église catholique de la ville de Béni. L'incident, survenu le dimanche 27 juin aux alentours de 6 heures, a fait 2 blessés, clavier cassé, banc brisé. Les dommages matériels sont considérables. Cet incident continue de semer la peur dans le cœur des chrétiens car notre paroisse comprend beaucoup de personnes déplacées qui ont dû fuir la guerre et sont venues trouver refuge dans cette ville. Mais quand la ville finit par être touchée par le conflit, c'est encore pire. Après cette explosion qui visait une cérémonie de confirmation, l'heure est à la vérité. À qui imputer cette attaque? Les suspicions tournent autour des ADF, les forces démocratiques alliées. Ce groupe armé d'origine ougandaise est affilié à l'État islamique et responsable de nombreux massacres qui ont fait au moins 6000 morts depuis 2013. À Béni, la peur au sein de la population ne s'est pas dissipée, une crainte qui a contraint les autorités à prendre des mesures en conséquence. Les écoles, les églises, les marchés restent fermés pendant 48 heures. Je ne veux pas voir d'attroupement, mais nous appelons tout le monde au calme. Plus tard dans la même journée, la ville de Béni a de nouveau été secouée par l'explosion d'une bombe artisanale près d'un bar vers 19h30. Une explosion qui a fait 1 mort en plus du porteur de la bombe. Le kamikaze a d'ailleurs été identifié par les autorités comme membre des ADF. Le pass sanitaire européen ne fait pas l'unanimité dans les rangs de l'Union africaine. Ce 28 juin, l'organisation n'a pas caché son inquiétude face aux inégalités autour de ce certificat numérique Covid de l'UE. Et pour cause, ce Green Pass ne reconnaît que les vaccins ayant été autorisés au sein de l'espace européen. De fait, tous les autres vaccins se retrouvent exclus. Les explications de Samantha Sabirou-Sabouanga. Dans un communiqué du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique, les autorités de l'Union africaine s'indignent contre les inégalités créées par le pass sanitaire adopté par l'Union européenne. Plus précisément, l'organisation s'insurge contre les critères de sélection des vaccins jugés valides par ce certificat vert européen. D'après l'Union africaine, ce laissez-passer sanitaire ne s'applique aux vaccins ayant reçu une autorisation de mise sur le marché à l'échelle de l'Union européenne, tout en excluant le fait que plusieurs citoyens issus des pays africains ont opté pour des vaccins différents. Si on veut laisser le doute s'installer quant à la qualité des vaccins qui sont présents en Afrique, qu'on ne s'y prendrait pas différemment. On ne peut pas venir dire aujourd'hui aux Africains, vous ne pouvez pas venir sur le continent européen parce que les médicaments qui sont utilisés chez vous ne sont pas validés. Or, c'est eux les Européens eux-mêmes qui ont donné ces médicaments-là à l'OMS afin que l'OMS puisse, à travers COVAX, fournir les pays africains. Il faut rappeler que le vaccin Covishield est une version d'AstraZeneca produite en Inde. Elle est l'un des principaux vaccins permettant d'alimenter l'initiative COVAX qui vise à aider les pays pauvres à combler les retards dans leur campagne de vaccination. Or, pour l'instant, c'est principalement grâce à l'initiative COVAX que les pays africains ont pu entamer leur campagne de vaccination.
Et c'est ce que j'appelle de la bureaucratie, tout simplement. Non, aujourd'hui, ce qu'on devrait avoir, c'est que si vous avez eu 2 vaccins d'AstraZeneca, vous devez être en mesure d'aller en Europe sans avoir besoin de passer des tests PCR, d'aller vous mettre en quarantaine quelque part. En fait, on doit vous traiter exactement comme on traite les Européens à partir du moment où vous avez passé vos 2 doses, que ce soit pour AstraZeneca ou même chose en ce qui concerne tous les autres vaccins. Mais ce n'est pas le cas et cela pose problème. Et stupidement, ça installe une psychose sur le continent africain quant à la qualité des vaccins. Et ça, j'y tiens beaucoup. L'exclusion de certains sérums par l'Union européenne dans le cadre de son pass sanitaire pourrait rendre inéligibles plusieurs citoyens africains à l'entrée en Europe. Face à cette situation, l'Union africaine et le CDC Afrique ont appelé la Commission européenne à envisager d'accroître l'accès obligatoire aux vaccins jugés aptes. Un mot de sport à présent avec le portrait de ces Africains qui ont marqué le Tour de France. Cette année, le coureur Nicolas Dlamini entre dans l'histoire. À 25 ans, il est le premier Sud-Africain noir à participer au Tour de France. On fait le point avec José Douglas. Né au Cap, 25 ans, Nicolas Dlamini est le premier coureur sud-africain grandi dans un township à avoir participé au Tour de France. Ce garçon qui a grandi sans son père et doit sa formation au centre africain monté par l'Union cycliste internationale, l'UCI. Il a aussi participé au départ de la Volta à 2 reprises en 2019 et 2020 et il est sélectionné pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Il se dit heureux après avoir appris la nouvelle. Un rêve d'enfant. Maintenant que je suis sur le point de le vivre, cela me semble surréaliste. D'autres coureurs africains se sont illustrés sur le Tour, comme Daryl Impey, premier Africain porteur du maillot jaune de leader durant 2 jours. En 2013, il a remporté la 9e étape. En 2019, élu meilleur cycliste africain de l'année. La première victoire d'étape d'un coureur du continent est à mettre à l'actif du Sud-Africain Robert Hunter en 2007 à Montpellier. D'autres noms se sont encore illustrés, comme l'Érythréen Daniel Teklea Manot en 2015, qui a porté le maillot à proie de meilleur grimpeur 4 jours d'affilée. Daniel Teklea Manot, issu d'une famille de 12 enfants, a réussi à sortir de sa condition grâce au cyclisme, sport numéro 1 en Érythrée. Sans oublier Merkari Kudus, l'année suivante, un autre Érythréen, Nathanael Beran, prenait part à ce tour. En 2016, 6 Africains participent à la grande boucle. Les Érythréens Daniel Teklea Manot, Nathanael Beran, les Sud-Africains Daryl Impey, Louis Menges, Reinhard Jans van Rensburg et l'Éthiopien Gabou Germé. Ce dernier qui avait auparavant découvert le Giro en Italie et la Vuelta en Espagne. En 2017, une équipe sud-africaine, Dimension Data, s'est engagée dans la compétition et Beran était submergé par l'émotion. En fait, il y a 2 plus beaux jours, la naissance de mon premier fils il y a 2 mois et le départ du Tour de France au Mont-Saint-Michel. Quand j'étais petit, tout le monde suivait les étapes dans les bars ou dans les cinémas. J'étais loin de me douter qu'un jour je serais moi aussi de l'autre côté de la mer. Pour ce Tour 2021, plusieurs coureurs du continent ont pris le départ, dont les Sud-Africains Stéphane Dibod du club Astana, premier Tech, Lumenges d'Intermarché, Wanti, Gobert Materio, Nicolas Dlamini de Kubeka, et puis Nasser Boani, dont on ne parle pas beaucoup. Il est de nationalité française. Il appartient à Arkea Samsic, né dans les Vosges, mais d'origine algérienne. Bonne chance à tous nos coureurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.